Alors sachez que toutes mes conférences sont visibles sur YouTube, les précédentes, et celles que j'avais faites il y a 2 ans, en particulier sur y avait-il une French Touch des traders voyous, la baleine de JP Morgan, les Kerviel et autres. Bon, je peux toutes les retrouver sur YouTube, sur ma page LinkedIn. C'est bon, on peut y aller. C'est bon. Donc, bienvenue, bonjour à tous. Et donc, moi, je suis très heureux de vous retrouver là, dans ce 10e salon du trading. C'est vrai que c'est magnifique. Je fais toujours un peu un hommage à André Malpel. Moi, je dis très bien d'abord de faire en France un marché justement sur la finance, un salon sur la finance, le trading, les marchés financiers, la gestion, l'analyse technique. Donc merci. Donc je me présente très rapidement, Georges Castel, donc 53 ans, 7 mois et 2 jours aujourd'hui. Ça c'est ça la rigueur. Gestion des risques. Et ancien trader moi-même, donc de 86 à 2000, donc j'ai connu moi-même le Matif, le Monep, donc le parquet, 5 ans ensuite de sucre et denrées, des options de change, des options pétrole, du sucre, du cacao, du café. Ensuite j'étais en banque, donc là j'ai été de la première époque des optionneurs en France, donc de Fiorentino et autres personnes, dont j'ai eu le neveu comme étudiant. Et nous avons décidé en 88-89, donc il y a maintenant 27 ans, de faire ce qu'on appelait un 3e cycle trading à l'ESSK. L'ESSK, c'est une école supérieure de commerce fondée à Paris en 1949, qui est en plein centre de Paris. Nous y sommes depuis 1949, à côté de la Tour Eiffel. Et donc, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui le pôle trading de l'ESSK, qui a 1360 anciens, et dont des représentants sont ici présents, des étudiants. Je remercie de leur présence. Monsieur Rougeau, qui est un analyste réputé, merci de prendre cette conférence que vous retrouverez un jour sur YouTube. Dans combien de temps? Une quinzaine de jours? 3 semaines? Une quinzaine de jours environ, cette conférence-là et celle d'avant sur le démarrage des options. Donc là, on va parler justement de ces problématiques de bulles. Alors de bulles par rapport à tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que comme j'écris dans un contexte particulièrement hostile, je me ferai fort de démontrer que malgré toutes ces petites critiques, le meilleur système reste les marchés financiers. Parce que on parle de la Grèce, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup moins, parce qu'on a trouvé un sparadrap de plus, après des crises, adolescentes de certains. Le Brexit, les Anglais vont-ils sortir de l'euro? Ensuite, on parlera, vous savez, des thèses de M. Piketty sur la propriété privée. Juste un petit rappel que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vous avez effectivement toutes les problématiques humanistes de l'homme, mais vous avez écrit noir sur blanc que le droit de propriété est effectivement un droit indescriptible, imprescriptible, fait partie des droits de l'homme. Et donc de la Révolution française, des Lumières. La propriété privée, et donc maintenant, comme on dit, l'actionnariat, la part de propriété. Est-ce qu'il y a des attaques permanentes sur la propriété privée? Absolument. Par les thèses de ce monsieur, pas de ce monsieur, de pas mal de gens, qui vous expliquent que même si vous êtes propriétaire, libéré, c'est-à-dire libéré d'une dette, vous devrez toujours payer un loyer fictif. Et quand vous avez des Madame Lagarde, patronne du FMI aujourd'hui, qui vous disent bah, vous avez des assurances vie, vous avez un patrimoine, on va prendre 10% de plus. Vous savez comme ça s'est fait à Chypre. Moi j'ose dire que d'un point de vue même strictement philosophique et politique, c'est une atteinte à la propriété privée, qui fait partie des droits de l'homme. Après on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vision de la vie? Alors, moi, quand j'appelle propriété privée, c'est bien tracé.
c'est-à-dire honnêtement acquises. C'est le principe de la gestion des risques, de BAL 1, BAL 2, BAL 3, de la traçabilité, et effectivement, tout à fait pour des systèmes comme TRACFIN contre le blanchiment d'argent. Mais une propriété et un actionnariat honnête, il n'y a aucune raison de le spolier. Voilà. Donc effectivement, toutes ces thèses disant que jamais les inégalités n'ont été aussi grandes et tout, je rappellerai, et ce n'est même pas de moi, c'était le feu le professeur Marseille, les Français et l'argent, je cite, en termes de patrimoine, Mazarin, quand il est mort, possédait en patrimoine la moitié du PIB français. Au tarif actuel, ça voudrait dire que le Français le plus riche aurait environ plus de 1000 milliards d'euros de patrimoine. Vous entendez? Aujourd'hui, les personnes les plus riches, il y a les Mullier, il y a les Arnaud, il y a les Bettencourt. Bon, je ne sais pas quel est vraiment le vrai ordre. Allez, on va dire que c'est 25-30 milliards. C'est pas 1000 milliards. Plus de 1000 milliards. Ça, c'est en termes de patrimoine. En termes de revenus, bon, il y a de plus en plus de gens qui gagnent du pognon, blablabla. Sachez néanmoins, messieurs, dames, qu'en France, quand vous gagnez 2950 € net par mois, j'entends 2950 € net par mois, vous êtes déjà dans les 10%, en bas des 10% de Français. Quand vous gagnez 4000 € net par mois, net, vous êtes dans les 4%. Le salaire médian étant de 1612 € net par mois. La médiane n'est pas la moyenne. La médiane, c'est la statistique qui découpe une population en deux parties. Sachez aussi, au niveau de la fiscalité, il y a des gens qui ne payent pas d'impôts, pas assez. Il faut savoir que 1% des Français payent 30% de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, 10% des Français payent 70% de l'ensemble de l'IRPP. Alors comme il y a 1% qui en paye 30%, ça veut dire 9%, 40%. Et 90% des Français payent 30% de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas normal de payer des impôts. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est juste faire comprendre que la fiscalité sur le revenu du travail pèse très fort sur la classe moyenne supérieure, sachant qu'aujourd'hui, 54% des foyers fiscaux, des 36 500 000 foyers fiscaux, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et avec les nouvelles mesures qui sont annoncées pour l'année prochaine, nous arriverons à 55% qui ne le payent pas. Mais c'est pour ça que l'impôt diminuera. Ce qui veut dire que la charge sera donc transférée sur ceux qui le payent déjà, qui seront donc beaucoup moins. Ça, c'est pour tordre le cou à l'analyse également de M. Rifkin. On va démontrer toutes les thèses contradictoires. Alors Jérémy Rifkin, qui fait payer ses conférences 60 000 $, bon, c'est un petit détail, hein, vous savez, c'est quand même toujours bon de le dire. En 2000, il nous disait qu'on était dans la fin du travail, qu'il n'y aurait plus de travail, voilà. Bah, c'est vrai que les vacances c'est sympa, hein, mais comment voulez-vous que les choses avancent si les gens ne travaillent pas et on rentre dans une rhétorique de fin du travail? Comment motiver les jeunes quand des vieux, dont je fais partie, leur disent il n'y aura plus de travail, il n'y a plus de travail, de toute façon c'est pas sympa le travail, c'est pas cool. Puis maintenant la grande mode de tous ces gens-là en 2015, c'est tout est gratuit. C'est gratuit, le coût marginal gratuit, l'internet machin, Airbnb, vous allez dans le métro, vous voyez une belle demeure là en Corrèze et tout. Toujours des endroits sympas qui montent, hein, c'est jamais des trucs pourris. Enfin, sauf que c'est pas gratuit. Ça s'appelle le bonneto, ça s'appelle les transferts de financement. Ah oui.
on parle de finances, ici on parle d'argent, on parle effectivement de toutes ces problématiques-là. Il n'y a rien de gratuit. Et heureusement, tout a un prix. Tant mieux, tout a une hiérarchie. Parce que là aussi, on rentre dans la déhiérarchisation. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Rien n'est plus faux. Tout est valeur, tout est prix, tout est chiffre. Alors, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas que M. Piketty et ses thèses existent. Après tout, toutes ces idées-là, il y en a toujours eu. Et, bon, au 19e siècle, ça s'appelait Karl Marx, le Capital. Bon, au 21e siècle, c'est lui. D'ailleurs, M. Bavré a dit que c'était un Marx de sous-préfecture. Vous voyez, je cite les gens qui disent ce genre de choses. Je m'en inspire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que, malgré tout, il y a eu 400 000 livres vendus aux États-Unis de ce bouquin-là. Moi, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est plus tout à fait comme avant, quoi. Au niveau de l'état d'esprit. Alors, pas tout le monde, mais l'audience de cette philosophie, je dirais, que les inégalités ont profondément augmenté et tout. Alors, je reviens sur ma démonstration entre Mazarin, qui effectivement avait l'équivalent de 1000 milliards de fortune en équivalent, et en termes de revenus. D'après vous, les revenus sont très inégaux, il y a des gens qui gagnent 1000 fois le SMIC ou machin. Il faut savoir que sous Louis XIV, qui fut le régnant le plus long, 72 ans, parce que la reine d'Angleterre a fait 63 ans, 9 mois et 2 jours, mais le plus grand règne, c'est Louis XIV, 72 ans. Il faut savoir que c'était un monsieur très 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 malade, et pourtant très vigoureux, et qui a été très souvent opéré, on va dire, d'endroits difficiles et délicats, on va dire. Et il y avait un chirurgien absolument fantastique qui le remettait sur pied. Et ce monsieur le chirurgien du roi avait justement des émoluments royaux, peut-être de là d'où vient l'expression. J'espère que vous êtes bien assis. Ce garçon, qui n'avait au départ pas de fortune, mais un talent de chirurgien, mais il a fait fortune. Je veux dire, quand vous allez savoir combien il était payé, vous allez y gagner, je ne me trompe pas, 10 millions de fois le salaire, le salaire minimum. Alors au jour d'aujourd'hui, le salaire, allez, on va dire, c'est 1000 € à la grosse louche. 10 millions fois 1000, ça fait de revenus, j'ai pas dit de fortune, des milliards. Oui, incroyable. Alors c'est sûr qu'à ce tarif-là, on a vraiment très rapidement une grosse fortune. Enfin, c'était sur la cassette des Français, vous savez, comme le château de Vaux-le-Vicomte, d'ailleurs, qui permit à Fouquet de terminer sa vie en prison. Enfin, ces fêtes avaient de plus grands succès, c'était un crime de lèse-majesté. Donc, c'est bien pour ça. Il faut savoir, alors là, après, évidemment, vous prenez vos exemples, au temps antédiluvien, il y a 3 siècles, mais au début du siècle, pas le 21e, mais le 20e siècle, ce qu'on appelait la Belle Époque, bon, c'était peut-être pas pour tout le monde. Il faut quand même savoir que 1% des Français avaient 80% du patrimoine. Ce ratio a quand même sacrément baissé, puisque je vous dis qu'aujourd'hui, 1% des Français payent 30% de l'IRPP. Aujourd'hui, 1% des Français a 30% du patrimoine. C'est pas 80%. Alors c'est sûr que pour certains, c'est encore trop. Et c'est vrai que quand ce pourcent aura définitivement quitté notre pays, ben comme ça, ceux qui critiquent seront très contents. Alors je vous signale malgré tout que M. Piketty vient d'être recruté à la London School of Economics, j'imagine avec un très bon salaire, d'ailleurs tant mieux pour lui, se payer. Et voilà, on n'est pas à une contradiction près. Voilà. Alors maintenant, parlons de choses, je ne vais pas dire plus intéressantes ou moins polémiques, mais Grexit ou non, Brexit. Alors Grexit, c'était quoi? Vous avez remarqué que toute l'année 2014-2015, on a parlé de la Grèce dans tous les sens. Le 25 janvier 2015, il y a M. Tsipras qui est arrivé au pouvoir. Bon. Quel est l'état des lieux de la Grèce? Aujourd'hui, 324 milliards d'euros de dette. Ce qui fait 188% du PIB grec. Ok? Critère de Maastricht, 60% de la dette publique par rapport au PIB, qu'on ne doit pas dépasser. 60. C'est tellement loin tout ça que, effectivement, ça a l'air incroyable.
Certains vont vous dire que cette construction de l'Union européenne ne se fait pas de façon démocratique. Alors effectivement, ce ne sont peut-être pas des gens directement élus qui décident, les commissaires, les fameux commissaires et autres. Mais il faut savoir que ces personnes sont nommées par des gens démocratiquement élus, qui s'appellent les députés. Donc nous sommes dans une Union européenne avec des régimes parlementaires, donc à élection libre, et donc avec des votes. Bon. Et ces gens-là, qui sont les représentants du peuple, prennent des décisions. On ne va pas faire en permanence des élections. Déjà qu'il y en a beaucoup. Voilà, juste pour dire, pour tordre le cou au fait que tout ceci n'est pas démocratique. Ensuite, il faut quand même voir que ce fameux, la construction européenne, qui date quand même de Jean Monnet 1950, faisait quand même suite à 3 guerres sanglantes mondiales, surtout les 2 dernières, à partir de 1870, 14-18, on est en plein dedans. Cette année, en février 2016, on fêtera, si c'est ce que c'est une fête, je ne pense pas, on commémorera jusqu'en octobre 2016 l'horreur de Verdun, où des jeunes Français et Allemands, d'ailleurs, des deux côtés, étaient dans des tranchées, plus jeunes que les jeunes qui sont là, enfin à peine la vingtaine. Si vous allez dans le moindre petit village français de 500 habitants, vous avez des listes effroyables de morts. Ensuite, rappelez-vous, il y a eu 39-45, de très mauvais souvenirs, et qui laissent des commentaires minables de certaines personnes, que je citerai d'ailleurs, puisque ça a été dit publiquement, qu'une raison de cacher sous un politiquement correct, de convenance, ce genre de déclaration à l'emporte-pièce, qui pourrait être accepté d'un jeune de 15 ans. Mais quand on est ancien ministre des Finances, comme M. Varoufakis, qui traite la Banque Centrale Européenne et la Troïka, terme soviétique, de terroristes, alors qu'ils avaient imaginé de faire un système parallèle avec l'euro, vous entendez, un système parallèle. Alors ces gens qui sont censés être des éléments, je dirais, de la légalité, ne sont pas là pour faire des systèmes parallèles. Et puis traiter Mme Merkel de nazi, Hitler et tout. Alors, voilà, il faut raison garder par rapport à des déclarations à l'emporte-pièce qui ont été publiques et que j'estime totalement honteuses. D'autant plus qu'on critique et on traîne dans la boue les gens qui, une fois de plus, avec le plan de 86 milliards pour la Grèce sur 3 ans, a été fait. Alors, la situation est la suivante. 324 milliards de dettes pour la Grèce, 188% du PIB. Normalement, ça devrait être 427 milliards, 242% du PIB. Mais comment, et les 102 milliards de dettes en moins, qui a payé? Eh bien, c'est pas encore vous. Parce que, vous voyez, c'est les salauds de banquiers et d'assureurs, enfin ceux que l'on dit en tant que tels, c'est-à-dire les créanciers privés, banques et assurances essentiellement, qui en 2012, lors d'un énième plan, je dis bien énième parce que franchement, je ne sais plus combien il y en a eu depuis des années, parce que ce cirque dure depuis des années, et avant Tsipras, évidemment, ce qu'il y a aujourd'hui, il est un peu plus médiatisé. 102 milliards de créances ont été abandonnés, c'est-à-dire 25% de l'ensemble. Il faut quand même le préciser. Je ne suis pas l'avocat des banques ou machin, j'essaye juste de mettre en perspective l'historique de tout ce dossier. Alors, d'un autre côté, est-ce que la Grèce aurait dû rentrer dans l'euro? Parce qu'en fait, le problème de fond, c'est ça. La problématique que la Grèce soit dans l'Union européenne, comme dans la CE, dans la Communauté économique européenne, et elle l'est depuis le 1er janvier 1981, sachant qu'à cette époque,
On dit qu'il n'y a pas de cadastre en Grèce. Il n'y a toujours pas de cadastre. Mais en 1981, il n'y avait même pas, écoutez-moi bien, de comptabilité nationale. Quand on fait un peu d'économie en première année, économie générale, on apprend comptanat et tout. Bon, mais ce pays-là, en 81, n'avait pas de comptabilité nationale. Bon. Pourtant, il a été accepté dans le club de l'euro. Admettons pour des raisons politiques, philosophiques. Mais rentrer dans l'euro, c'est rentrer dans un club où effectivement il y a des contraintes, il y a des conditions de niveau macroéconomique exigeant le fameux traité de Maastricht, qui est le volet financier de la construction européenne. Parce que tout le monde disait en 92, oui mais le traité de Maastricht ne parle que de finances. Le traité de Maastricht, ce n'était que le volet financier de l'Europe. Il y a eu beaucoup d'autres traités, traité Nice en particulier et autres, et Schengen justement, qui fait beaucoup parler en ce moment. Maastricht, c'était pas toute la construction européenne, c'était le volet financier de l'Europe. Voilà, donc c'est logique qu'on parlait de finances, de critères financiers pour entrer dans l'Europe, dans le volet financier de l'Europe. Chaque traité traite justement d'un sujet particulier. Bon. Eh bien, 3% de déficit public, c'est-à-dire de l'exercice de l'État par rapport au PIB, et 60% du PIB par rapport aux États. Alors, vous me direz, même l'Allemagne, au début des années 2000, ne remplissait pas les critères de Maastricht. Absolument. Et d'ailleurs, entre nous, j'avais fait aussi une conférence sur les agences de notation. À cette époque-là, les agences de notation qui notaient trop de monde AAA, c'est un peu comme un professeur qui mettrait des 20 sur 20 à trop de monde. Aurait dû déjà, dès 2003-2004, dégrader des tas de gens, dont les États-Unis, ce qui a été fait le 6 août 2011, du AAA, la France, évidemment, mais aussi l'Allemagne à l'époque, qui aurait retrouvé son AAA depuis. La problématique de ces agents de notation, c'est que c'était des professeurs beaucoup trop sympas qui mettaient trop de bonnes notes à trop de gens. Le AAA, c'est 20 sur 20. Entre AAA et F, il y a 20 évaluations. Et c'est ça que les gens ont eu peur quand il y a eu toutes ces polémiques sur les agents de notation. Et comme par hasard, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Au Japon, il y a eu des problématiques là, de déclassement et tout. Quasiment personne n'en a parlé. En fait, si vous voulez, il y a des rotations dans les thématiques. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la Grèce et des problématiques financières grecques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces règles européennes, qui ont été faites dans l'esprit de Jean Monnet, donc des fondateurs d'Europe, avec l'ACK, ont été faites dans un esprit, plus jamais ces horreurs de boucherie, de guerre en Europe. Le fait d'avoir intégré les anciens pays de l'Est, du Comecon, comme on disait, où il y avait effectivement un rideau de fer. Parce qu'il faut quand même se souvenir, il y a beaucoup de gens qui sont nés après 1989 ici. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont nés avant 1989. Il faut quand même voir comment c'était l'Allemagne de l'Est. C'est pour ça que traiter Mme Merkel de nazi, bon, c'est indécent. En plus qu'aujourd'hui, c'est mouti, comme on dit. Vous voyez, comme ça va vite la volatilité dans les commentaires des journalistes. Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans une logique d'Europe allemande, comme certains disent. On est dans une logique de construction d'Union européenne avec une monnaie unique, et effectivement avec, in fine, une logique fédérale, qui effectivement, nous, en tant que Français, n'est pas notre culture qui est très jacobine, mais c'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Mais c'est très très compliqué, croyez-moi. Bon. Donc tout ça pour dire que tout ça a été fait de façon démocratique, avec des élections, pas à pas, année après année, que l'euro finalement a été fait, il ne devait pas être fait, machin. Mais quand on voit où on est l'euro aujourd'hui, qu'aurait-on fait en 2001 avec notre petit franc français lors du 11 septembre 2001 sur les taux d'intérêt français? Que se serait-il passé pendant la crise de 2007-2008? On en serait où? Ben, c'est pas compliqué. Le Deutschmark, s'il existait encore, vaudrait 6 francs français. On l'avait quitté en 99 à 3 francs 38. Il valait 80 centimes en 1969 de francs. 1 franc en 1972. 3 francs 35 donc en 99. Et aujourd'hui, si le franc français, le Deutschmark existait encore,
ben, il vaudrait 6 francs. Voilà. Oui, monsieur Pérez, oui. Alors ça, c'est effectivement des travaux de divers économistes de banque, et le consensus veut que si effectivement, ben, tout simplement la perte de compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne les 15 dernières années. Et il était à combien le CAC 40 en 2000? Il était à près de 7000, 6944. Voilà. Vous savez, on dit toujours les marchés ne voient toujours qu'à court terme et tout. Et le Dow Jones, il était combien en 2000? Et aujourd'hui, il est à combien? Alors c'est vrai que ça a rebaissé depuis, mais il était à 18 000, il était à 9-10 000. Voilà, alors que le CAC 40 était à 7 000, il est à combien là? 4 000, enfin 4 500. Oui, non mais moi je dis en grande phase. Il faut aussi voir des courbes à 20 ans, 50 ans. Très intéressant de voir les courbes à très long terme. Et on se rend compte que la bourse et la finance reflètent finalement l'historique et la perte de compétitivité d'un pays par rapport à un autre. Voilà, tout simplement. Et effectivement, le Deutsche Mark, s'il existait, vaudrait 6 francs. D'ailleurs, je vous fais remarquer que 6 francs, c'est presque la valeur de l'euro, 6 francs 55, 957. Que le franc suisse, quand il y a eu la diminution du PEG, à un moment, 1 dollar, c'était quasiment 1 franc suisse. Et l'euro, puisque l'euro avait quand même pas mal baissé, suite à la politique de quantitative easing de M. Draghi. Quantitative easing, c'est mettre de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Bon. Jusqu'à quand? Parce que ça aussi, attention. Donc, pour en revenir au Grexit, la logique voudrait que, pour faire partie de l'euro, et pas de l'Europe, il ne faut pas confondre. Moi, ma thèse, c'est que quelque part aujourd'hui, il y a 18 pays ou 19 qui sont dans l'euro, sur les 28 pays de l'Union européenne, et d'un point de vue strictement rationnel, je ne dis pas politique, il y en a trop. Et pas que la Grèce. Il y a trop. L'euro, quelque part, devrait... Alors, c'est pas parce qu'on en sortirait que ça y est, on est mis au banc et que c'est contre l'euro. Parce que là aussi, il y a eu des déclarations politiques. Si la Grèce sortait de l'euro, ce serait la fin de l'euro. Absolument pas. La Grèce représente moins de 2% du PIB de l'Union européenne. Je peux vous dire que si la Grèce sortait de l'euro, on se retrouverait avec de la drachme grecque, les dettes seraient effectivement libellées en drachme grecque, il y aurait une décote de 30%, mais ça permettrait une réactivation des exportations et de l'économie grecque en interne, avec une monnaie. Bon. Mais effectivement, politiquement, ça serait très délicat. Si effectivement rien n'est fait, et en d'autres termes, il y a un moment, à force de plans de refinancement comme ça, on va se retrouver une situation où ils ne pourront absolument plus payer. Ce qui voudra dire que les pays créanciers, dont la France, 40 milliards d'engagement, c'est-à-dire 650 € par Français, vous avez compris. Pour une famille de 4 personnes, ça fait quand même 2600 €. Eh bien, ce 40 milliards correspond à 2% de la dette publique. Alors aujourd'hui, la dette publique de la France est de 95%. En 2016, on va atteindre les 100%. Ben, one shot, cette perte correspondrait à 2%. Et c'est sûrement ce qui va être fait, par manque de courage politique. Si la Grèce sortait de l'euro, tout en restant dans l'Union européenne, eh bien, d'un point de vue purement rationnel, ça serait même salutaire pour l'euro. J'ose faire la comparaison, et je la fais, entre, vous savez, quand vous taillez vos arbres et vos rosiers, vous taillez un petit truc, c'est pas pour ça que vous êtes contre la personne, mais c'est vrai que la problématique de manipulation des esprits, c'est que c'est une stigmatisation des Grecs, ou je ne sais quel délire psychodramatique, qui fait que c'est la fin du monde. L'erreur originelle a été d'accepter la Grèce dans l'euro. Voilà. Parce qu'effectivement, ce pays-là, ainsi d'ailleurs que l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Pourquoi je cite ces pays-là? Parce que les Allemands, qui aujourd'hui sont très organisés, à l'époque, quand il y avait M. Tittmeyer, président de la Bundesbank, il y a une 25 ans environ, ils nous appelaient les pays du Club Med. Eh bien, les pays du Club Med, Portugal, Espagne et Italie, qu'on le veuille ou non, ont fait des réformes structurelles, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, et effectivement méritent d'être dans l'euro. Alors que finalement les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Font-ils des réformes? On passe dans des psychodrames politiques en permanence,
Comment faire pour être créancier d'un pays qui ne tient aucun de ses engagements? C'est ça aussi la problématique de la finance, et du créancier et de l'endetté, et du banquier vis-à-vis de son client. C'est un minimum de contrat de confiance. Quand vous, en permanence, vous ne suivez pas les règles, quand en permanence vous êtes hors zone, alors on vous veut bien dans le club politique parce qu'il y a la Grèce antique, le machin. Alors, là aussi, je vais peut-être dire des choses pas très politiquement correctes. C'est vrai que la Grèce, quelque part, est aussi un tampon géostratégique, et on le voit bien, hélas, avec les problématiques migrants d'aujourd'hui. Voilà, il y a aussi ça. Et ça, en général, c'est jamais trop dit. Il y a aussi ce genre de problématique. Donc moi, ma thèse, c'est que la logique purement rationnelle, ce serait que la Grèce reste dans l'Union européenne, sort de l'euro provisoirement, pour 10 ans, et après reviennent, s'ils sont de nouveau, et peut-être d'autres pays. Quelque part, ça mettrait un petit peu la pression sur les uns et les autres, et ça permettrait à cette Europe de se construire de façon fédérale et raisonnée. Est-ce que quelqu'un aura le courage politique de faire cela? Je crains que non. Et donc, on prendra notre perte, qui augmentera notre dette publique, qui est déjà de 95%, qui va atteindre 100% en 2016, et qui sera augmentée de 2%. C'est peanuts. Pourquoi? D'un autre côté, dans cette logique-là, n'oubliez pas qu'en 1717, quand le financier Laszlo est arrivé, après la mort de Louis XIV en 1715, il a créé les assignats, les fameux assignats. N'oubliez jamais que la finance et la monnaie ne valent que parce qu'il y a une économie réelle qui vaut de l'argent. La finance, c'est le passif des entreprises, capital et dette. Mais comme il n'y a pas assez de capital, et justement on arrive sur notre sujet, on a surtout des dettes et des créanciers. Parce que c'est vrai, pourquoi il y a des dettes? Mais parce qu'il n'y a pas assez de capital. C'était Michel Albert qui disait ça dans les années 80, un capitalisme sans capital. Rien n'a changé. Alors, il y a des gens qui disent, mais si on supprimait les dettes, la logique comptable, si on supprimait les dettes, c'est-à-dire, on va dire les 2/3 d'un passif, mais il faudrait logiquement enlever les 2/3 de l'actif pour que ça soit équilibré. Ça, c'est le rêve des Verts, la décroissance. Effectivement, plus de dettes, mais plus d'actifs, plus rien. Plus de monnaie, le troc, on va tous vivre dans les cavernes, machin. Mais non, plus d'internet, plus de... Mais pourquoi pas? Mais ça, c'est valable. Ce genre de philosophie est valable en petit comité. C'est les phalanstères à la Fourier. Au 19e siècle, il y avait un auteur qui s'appelait Fourier qui a inventé les phalanstères. Les phalanstères, c'est devenu les kolkhozes, les sovkhozes en Union soviétique. C'est devenu les kibbutz en Israël. Tout est collectif, tout est machin, tous les enfants sont élevés par tout le monde, il n'y a plus de parents, il n'y a plus rien, tout est collectif. Magnifique. Bon, et ça génère beaucoup, je dirais, de métiers dans la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, les névroses, parce qu'évidemment, on se rend compte que rien ne vaut que des parents pour élever ses enfants. Déjà que c'est pas simple, tout collectif, tout machin et tout, et que quelque part, s'il n'y a plus d'hierarchie sur rien, mais pourquoi se battre? Vous savez, la problématique, elle est suivante. Un professeur, un jour, dit à ses étudiants, écoutez, on ne va plus mettre de notes, et tout le monde aura la moyenne de la classe. Voilà, c'est comme ça. Donc, si les notes vont de 4 à 18, d'ailleurs dans ma matière, cette année, c'était de 4 à 19. Bon, et le major qui a eu 19, et c'est très bien, je le félicite. Mais si on rentre dans une moyenne, la moyenne était de 12,1. La prochaine fois, pourquoi me casser la tête d'avoir 19? De toute façon, je n'aurai que 12,1. Voilà, donc quelque part, c'est un système qui, d'une certaine façon, décourage les talents. Et donc, à la prochaine interro, il n'aura pas 19, il aura 16. Et donc, la moyenne de l'ensemble, de toute façon, baissera. Jusqu'à ce que lui-même n'ait plus que 12. Et dans ce système-là, celui qui avait 4 ou 5 était bien, puisqu'il a 12,1 à la première fois. Donc, super, magnifique. Mais moi, je suis désolé, je ne suis pas pour un système comme ça, et nous ne sommes pas pour un système comme ça. Et de toute façon, tous ces gens qui nous attaquent en permanence, les banquiers, les financiers, les gens qui font
de l'économie, de la gestion, de l'assurance vie. Je vois un homme politique actuel, un des plus en vue, en 2007, déclarait « Ah non, 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 ne vous inquiétez pas, monsieur et madame les Français, je n'ai ni action ni obligation, je n'ai que de l'assurance vie. » Je cite. Je vous dirais peut-être en aparté qui c'était, parce que c'est vrai que vous pouvez m'apporter des ennuis. Bon. Sauf que, monsieur, dans l'assurance vie, dans les lignes d'assurance vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des actions et des obligations. Merde alors. Mais il ne faut pas le dire à la télé. Et encore moins aux contribuables. Pardon. En général, ils ne pensent qu'à la première syllabe. En frottant bien le dos, en allant au salon d'agriculture. Mais tiens, parlons-en du salon d'agriculture. Vous avez vu là, cet été, il y a eu encore... et là, le 3 septembre, les tracteurs à Paris, tout ça. Sympa, merci de nous amener le lait, machin. Formidable. Bon, la politique, vous voyez, j'ai fait quand même un plaidoyer sur l'Europe, mais peut-être pas sur la politique agricole commune, et surtout la gestion des prix agricoles. Le prix du porc, le prix du lait. Est-ce que vous savez que depuis 1848, pas 1948, 1848, existe le Chicago Board of Trade, qui est le marché à terme et d'options des matières premières agricoles, vivantes, mais également de soja, le maïs, le blé, le porc, la viande vivante, morte, les carcasses, et ainsi de suite. Gestion des prix. Et pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi l'Union européenne, et là à la limite c'est pas que la France, pourquoi ils ne font pas pareil? Parce qu'il n'y a aucune impulsion politique pour que ça se fasse de la même façon. Gérez vos prix. Gérez en permanence avec des centrales d'achat sur les marchés alternes et options vos prix producteurs, comme ça se fait par exemple en Côte d'Ivoire à la caisse de stabilisation pour le cacao, et ils le font via les encouragements du FMI. Et pourquoi on ne le ferait pas dans l'Union européenne? Il faut poser des questions à nos élus. Encore faut-il qu'ils en aient les compétences. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il faut avoir des compétences propres pour faire cela. Et on doit former suffisamment de jeunes cadres pour faire cela et pour gérer les prix qui fluctuent effectivement et pour faire ce qu'on appelle des garanties de prix. Pourquoi ce que l'on fait sur les taux et sur les actions et sur les devises ne le fait-on pas en Europe sur les matières premières agricoles de cette façon-là? Mais parce que la rhétorique qui est dans celle-là, c'est que les gens qui font ça sont des affameurs, sont des vilains, sont de vils spéculateurs, alors qu'en fait ce sont des instruments de couverture et donc de gestion industrielle, tout simplement. Il faut savoir que les banques le font de toute façon auprès de certaines industries agroalimentaires. Il faut savoir d'ailleurs que Xavier Belin, chez Sophie Prétéol, ils font ça de façon extrêmement active et efficace, mais effectivement, ce gars-là, visiblement, il ne passe pas. Tout le problème est là. Les 3 milliards qui ont été promis, là, vous savez, Manuel Valls, le Premier ministre, a promis 3 milliards. Formidable. Est-ce qu'on les a? Ben non, ça va rajouter sur la dette publique. Alors je vous ai dit, 42 milliards, si on prend la pomme sur la Grèce de 42 milliards, ça fait 2% de dette publique en plus. Oh, allez, 3 milliards, ça fait 0,2% en plus de la dette publique. Bon, on en a 95. Passer de 95 à 95,2. Les 3 milliards augmentent de 0,2% la dette publique française. Tout simplement. On ne les a pas. Hein. C'est malgré tous les impôts qu'on paye, ça ne suffit pas. Absolument. Il faut quand même le savoir. Et même la TVA et tout, ça ne suffit pas. Et tous ces gens qui critiquent les marchés financiers en permanence, merci depuis au moins 1974, premier budget qui a été en déficit en France, c'était le premier budget 75 de Giscard d'Estaing, 7 ans de Giscard, après il y a eu 14 ans de Mitterrand, 12 ans de Chirac, 5 ans de Sarkozy, 3 ans de Hollande, pas un budget en équilibre depuis cette époque-là. Allez voir une banque et dites j'ai un projet d'entreprise, les mecs là, vous inquiétez pas, tous
tous les ans, je serai en permanence en budget déficitaire. Vous inquiétez pas, hein, je rembourserai et tout. Mais alors, tous ces grands messieurs vous disent, les dames, hein, il y a quelques dames aussi malgré tout, vous disent, ah mais la finance publique, c'est pas la même chose. Ah mais oui, c'est bien sûr. Et évidemment, on fera comme les assignats de l'eau en 1717, créer de la monnaie de singe et tout ira bien, madame la marquise. Sauf qu'on est en 2015, qu'il y a les réseaux sociaux, que les gens sont peut-être de moins en moins cons, contrairement à ce que était peut-être pensé, et que quelque part, puis il y en a aussi qui savent compter quand même. Même si malheureusement le niveau en mathématiques était un des points forts de l'économie, de l'éducation française, baisse, les rapports PISA en attestent, internationaux. Mais bon, là je m'égare. Maintenant, parlons du Brexit. Alors le Brexit, c'est est-ce que les Anglais vont sortir, alors de l'euro, ils n'y ont jamais été, mais de l'Union européenne. Ben, moi je prends le pari que non, ça va faire comme le coup de l'Écosse. Vous savez, l'Écosse, qui grâce au pétrole, les 4% de la partie pétrolière qu'ils ont de Norvège, pouvaient espérer d'être indépendants. Finalement, ils n'ont pas été. Moi je prends le pari que les Anglais, malgré le Europe bashing, le French bashing, le German bashing et tout, et le complexe américain qu'ils ont depuis toujours, vous verrez qu'ils vont rester dans l'Union européenne. Je peux me tromper, c'est un marché. Il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui ne se trompent pas. C'est pour ça qu'il faut faire de l'option. Parce que l'option, justement, permet de se tromper, de mieux gérer ses erreurs que l'engagement ferme. Encore faut-il bien savoir les gérer, les options. Donc, le Brexit. Alors, Frexit, c'est la France. Non, pas encore, vous inquiétez pas. Parce que justement, pourquoi on n'est quand même pas dans la situation de la Grèce? Mais parce que justement, il y a du patrimoine, il y a du capital, il y a des gens qui ont travaillé depuis des générations et des générations et qui ont permis de capitaliser et donc d'avoir en face de ce bilan-là des actifs quand même beaucoup plus nombreux et tangibles, toujours là, que certains essaient quand même de moderniser malgré tout. Heureusement qu'il y a toutes ces générations de gens qui ont bossé dur, très dur, et qui ont transmis effectivement à leur génération d'après. Alors certains ont dilapidé, mais d'autres ont développé. Regardez Bernard Arnault. Bernard Arnault, il aurait pu être peinard. Fils de bonne famille, machin, tranquille. Il avait eu Centrale et les mines la première année. Bon, il aurait pu s'en contenter, le mec il redouble pour faire l'X. Bon, déjà, on voit, ça c'est une mentalité de trader. Il ne se contente pas, il veut ce qu'il y a de meilleur. D'ailleurs, ses fils ont fait la même chose, X, je crois, ou Norman, ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être tranquille, les mecs. Et je crois que tout est là. Ce qu'on appelle fils à papa, ou pas. Il y a des gens très modestes qui ont une culture de fils à papa, et d'autres très riches qui n'ont pas une culture de fils à papa. Enfin, ou de fille à papa, hein, c'est pareil. En fait, tout dépend comment on éduque ses enfants. Si on les élève dans, même si on est déjà bien doté au départ, et ce qui est le cas de la France est mieux dotée que la Grèce. Et c'est pour ça qu'on n'est quand même pas encore, contrairement à ce que dit M. Bavray en 2040, parce que lui, il voit la faillite de la France en 2040 dans son livre, bon, c'est vrai qu'il est relativement décliniste, c'est un garçon qui est quand même extrêmement lucide. Moi, malgré tout, je reste optimiste, ce qui n'est pas son cas. Bon. De toute façon, un marché est fait pour qu'il y ait justement des opinions diverses et variées. Enfin voilà, j'ose espérer que dans notre pays, d'ici 2040, il y aura un sursaut, je dirais, économique, financier, citoyen, comme certains disent, pour que justement on n'en arrive pas là. Faisant en sorte que, et en particulier dans l'éducation des jeunes, justement, éviter le départ, le je m'en foutine, le machin. Moi, d'ailleurs, ce que je dis aux jeunes, plus vous glanderez, et plus vous serez rapidement dans la position d'esclave de ceux qui auront bossé comme des malades. Moi, j'adore les bons restaurants, mais je préfère être client que serveur en costard. Vous remarquerez que dans les restos, les gens sont toujours très bien habillés. Aujourd'hui, la mode, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils sont mal habillés, et puis les serviteurs sont en costard. Mais quelque part, il n'y a pas plus agréable de se faire servir que d'être serviteur. Voyez-vous? Non, alors vous allez me dire, c'est épouvantable ce qu'il dit, mais attention, il faut, les jeunes, vous êtes dans un contexte mondialisé, hétérogène,
Mais quelque part, les gens qui réussissent sont les gens qui travaillent très dur. Donc, monsieur Rifkin, désolé, il y aura du travail, tout le temps, pour ceux qui veulent bien se donner la peine. Parce que ceux qui ne travailleront pas, ils n'auront pas grand-chose. Voilà, il faut en être bien clair. Alors, un KPI, il me semblait bien gonflé de dettes et créanciers, donc effectivement. Alors maintenant, quid des fonds souverains? Alors les fonds souverains, c'est quoi? Il faut savoir que en face des endettés, il y a donc des créanciers. Et ce n'est pas qu'une troïka, comme dirait Varoufakis ou Tsipras, de technocrates du FMI ou de... Il y a la Chine, qui a 3 fonds souverains qui au total font près de 4 000 milliards de dollars net créditeurs. Même si les réserves de change au mois d'août ont baissé de 92 milliards, il y a encore du répondant. Et il est vrai que la bourse chinoise de Shanghai a baissé de 40% au mois d'août. Et là, il y a des halalis contre la Chine. Oh, quelle horreur, c'est fini. On se calme. Et quand il y a une baisse de 40%, mais que 2 ans avant, ça a monté de 250%, on peut même se poser la question, ça aurait pu baisser avant. Sur pareil, quand le pétrole en 2008 était à 147 $ la tonne, le baril, ça y est, il va aller à 250. Aujourd'hui, tout le monde le voit à la cave à 10 $. Là, c'est pareil. Nous avons affaire aux moutons de Panurge. Les moutons de Panurge qui bêlent, vous savez, comme dans la publicité kayak, ça bêle, ça bêle, ça bêle. Et bien justement, sortez du troupeau de moutons qui bêlent, faites-vous votre opinion, prenez votre bonne position. Parce que là, c'est toujours pareil, les commentaires des uns et des autres sont toujours effectivement très contrastés et ça ne convient pas. Apprenez à vous faire votre propre opinion. Toujours. Alors, les fonds souverains, 3 600 milliards aussi, Arabie Saoudite plus pays du Golfe. Mais attention, tous ces pays-là ne se ressemblent pas. Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. Et ensuite, il y a un pays qui a 815 milliards de dollars de fonds souverains net créditeurs qui correspond à 15% des fonds souverains mondiaux. Un pays dont on ne parle quasiment jamais, qui est en Europe géographique, mais qui n'est ni dans l'Union européenne et ni dans l'euro, donc, forcément, c'est la Norvège. 820 milliards de dollars net créditeurs grâce au pétrole de la mer du Nord depuis 1966, qui sont d'ailleurs très bien gérés. J'ai d'ailleurs un de mes anciens élèves, M. Maison-Blanche, à 2003, qui a épousé hier une Norvégienne et qui travaille dans une des filiales du fonds souverain norvégien. Ben, je peux vous dire que pour eux, ça va. Alors, quand vous allez chez McDo en Norvège, tu as l'impression d'aller chez Lucas Carton, tellement c'est cher. Et ça, vous savez, il y a un indice Big Mac, et quand vous allez chez McDonald's à Oslo, vous en sortez à 100 € à 2 ou à 3, enfin, c'est assez hallucinant. Ici, à 10 € on peut manger, quoi. Enfin, avec le dessert. Hein. Donc, c'est ultra cher. Un salaire de 5 000 €, enfin de l'équivalent de 5 000 € par mois, c'est vraiment... mais tout est super cher là-bas. Bon. C'est un peu logique. Et tout ça pour dire que les fonds souverains, la Russie a un fonds souverain de 120 milliards de dollars, net créditeur. L'Algérie a un fonds souverain net créditeur de 95 milliards, absolument, net créditeur. Hein. Alors nous, certains vont dire, on a le FSI, vous savez, le Fonds stratégique d'investissement. Enfin, sauf qu'il n'est pas net créditeur. Il est sur le pourcentage de la dette publique qui en plus, quoi. Ah oui. Ah, on n'a pas ce pognon, hein. Non, non, non. Non, 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 on l'a pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On l'a pas. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que nous, hein. Même les Américains sont endettés. Et on fait de la planche à billets, Jeannette Yellen, et d'ailleurs, vous voyez, elle n'a toujours pas bougé, là. Elle ne sait plus sur quel pied danser, la pauvre. Ah oui, avec tous les contradictoires, les machins, les lecteurs de Piketty là-bas. Ouais, ils ne savent plus sur quel pied danser, les Américains non plus. Ils ont fait du quantitative easing pendant 3 ans. Maintenant, il y a Mario Draghi qui fait la même chose en Europe. Bon, et alors peut-être qu'il faudrait s'attaquer réellement aux paradis fiscaux. Ah, parce que, entre nous, je fais un rêve. Bon, c'est pas de moi, ça. Hein.
Admettons qu'on arrive à récupérer tout le pognon qu'il y a dans les paradis fiscaux. Admettons. Ça, c'est du bigard, admettons, c'est la chauve-souris. Admettons. Eh bien, je peux vous dire que si on y arrivait, les États-Unis, l'Union européenne, tous les pays de l'OCDE, à récupérer tout le pognon qu'il y a dans les paradis fiscaux, d'une manière ou d'une autre, eh bien, je peux vous dire, les problèmes de dette publique seraient résolus. Mais je vous disais, je fais un rêve. Parce qu'il faut quand même savoir que les paradis fiscaux n'arrangent pas que les pays de l'OCDE. Ils arrangent plein de gens dans les 209 pays de la FIFA. Puisque l'ONU en a 195 et la FIFA en a 209. Mais je peux vous assurer que ces 209 pays, dans ces 209 pays, il y a plein de gens que ça arrange, qu'il y ait des paradis noirs, fiscaux. Donc c'est pas que l'OCDE, les 209 pays. C'est tous les pays de la FIFA. Le monde entier. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre. Toute la problématique, c'est une problématique de gouvernance. Comment voulez-vous que le système de la FIFA ne soit pas corrompu, puisque un pays qui a 70 000 habitants a autant de voix que l'Allemagne, qu'on cite souvent, qui est aussi bonne au football, comme vous savez, a même voix. Tu vas voir les mecs, tout ça, tu fais des beaux cadeaux et tout, mais tu votes pour moi. Il faut changer les règles de gouvernance, tout simplement. Vont-ils le faire? Mais on verra le prochain président, en 2016. Je ne m'intéresse pas au foot, hein, mais bon, comme tout le monde en parle, et que aujourd'hui les jeunes croient que effectivement, y a même des gens très arrogants qui vous disent, vous voyez, je suis très très arrogant, et c'est comme ça qu'il faut réussir les jeunes. Je pense à Zlatan, rien. Vous voyez, je suis un gros connard, je suis très arrogant, et c'est pour ça que j'ai réussi. Ça, c'est un exemple, ça. Et désolé, quand on parle comme moi, je suis un vieux con, regarde. Mais non, moi je suis désolé, la réussite doit être calme, tranquille, fluide, efficace, systémique. Mais qu'est-ce que c'est chiant? Non. Qu'est-ce que c'est adulte? Parce que justement, est-ce que le système est réellement adulte? Mais c'est vrai que parfois on pourrait se poser la question. Parce que d'un certain côté, la position de Tsipras et tout, la Grèce et tout, pourquoi ils sont arrivés à les faire un peu... Parce que quelque part, il y a une sorte de culpabilité d'une certaine façon. Parce que tous ces gens-là, ils savent très bien que la Grèce n'aurait jamais dû être dans l'euro. Ils le savent fort bien. Vous croyez que ce que je sais, ils ne le savent pas? Mais bien sûr que si. Donc, quelque part, il y a une sorte de bras de fer psychologique en se disant mais non, on ne peut pas non plus les saquer comme ça, c'est pas possible. Puis de toute façon, après, il va y avoir des violences, des horreurs, des morts. Et on ne veut pas de sang, surtout pas. Et voilà, le problème de fond. Et c'est pour ça que quelque part, ça traîne. Et c'est pour ça que l'Europe est faible politiquement, alors qu'elle est si forte économiquement. Moi, un de mes étudiants chinois, j'ai des étudiants chinois depuis 2005. Et le grand étonnement de mes étudiants chinois, c'était toujours de dire, mais bon sang, bonsoir, vous parlez toujours de nous, la Chine, la Chine, la Chine. Et effectivement, aujourd'hui, premier pays du monde en parité de pouvoir d'achat. En termes de PIB pur, c'est les États-Unis toujours, mais déjà en termes de parité de pouvoir d'achat, 2015, c'est la Chine, en termes de parité de pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est pour ça que les magasins ouverts le dimanche permettraient aux touristes chinois qui dépensent 6 000 € par tête de touriste en moyenne dans notre pays, de continuer à le faire et peut-être de remplir les caisses des commerçants, d'économie et donc finalement de notre fiscalité, puisqu'il y a de la TVA, je vous rappelle. Mais bon, visiblement, ça pose un problème encore. Eh bien, mes étudiants chinois me disaient, mais si l'Europe était unie politiquement, mais regardez le PIB on serait de loin la première puissance mondiale, de très loin. Bon, il y a du boulot. C'est pour ça que j'espère aux petits jeunes, c'est-à-dire quand on atteint un certain âge, qu'on est père de famille soi-même, on espère toujours que la relève et la descendance sera moins conne, entre guillemets, mais bon, c'est vrai que sans faire de la psychanalyse de café du commerce, il y a toujours des erreurs récurrentes qui sont répétées, génération après génération, et justement grandir, c'est apprendre à éviter ces chaînages, je dirais, psychanalytiques, je dirais, de corruption, de népotisme, de tout ce que l'on veut, dans une société réellement ouverte. Vous voyez, je rêve beaucoup finalement, je suis très utopiste tout en étant très pragmatique. C'est bien pour ça que j'ose espérer que la Grèce arrivera malgré tout à entamer des réformes. Il faut espérer, parce que si on prend notre perte, c'est 2% de plus du PIB et tout, parce que le problème, c'est que si effectivement on prend notre pomme sur la Grèce, c'est là où il va y avoir le danger.
Parce que finalement, les Portugais qui disent mais nous, on a fait vachement d'efforts. Les Slovaques, vous savez quelle est la retraite moyenne en Slovaquie? Elle est de 400 € par mois. Vous savez quelle est la retraite moyenne en Grèce? Elle est de 800 € par mois. Cherchez les rêves. Les Slovaques, qui sont très contents après avoir été sous le joug soviétique très longtemps, comme vous savez, et les Tchèques, ont fait beaucoup d'efforts pour effectivement rejoindre l'Union européenne et être dans les conditions pour l'euro. Alors pourquoi certains devraient faire les efforts et les autres non? Et pourtant on entend tout le temps dans les discours politiques et politiciens l'égalité, l'équité. Je suis désolé. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Et je crois qu'en France, on a du mal à comprendre les réformes qu'il y a à faire. Parce qu'on se dit toujours dans notre pays, c'est quelques-uns qui feront les efforts, et puis il y aura des planqués, des privilégiés qui ne les feront pas. Pourtant, on est bien après la nuit du 4 août 89. Je vous rappelle, justement, ce principe du droit de propriété est inscrit dans les droits de l'homme de 1789, et plus toutes les autres considérations, mais celle-là en premier, qui permet justement un développement harmonieux de l'économie et de la transmission. Ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le développement durable. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il vient parler du développement durable, celui-là? Parce que c'est vrai que quand on vous parle de développement durable, on pense qu'à l'écologie, COP21, blablabla, formidable. Mais l'un des préalables du développement durable, l'un des préalables, c'est de transmettre plus des actifs que des dettes. Parce que je veux dire, dans certains pays, au Sénégal, tiens, par exemple, il y avait eu une grève des éboueurs pendant 25 ans. De 1980 à 2005. C'était pas comme à Marseille ou à Naples. Hein. 25 ans de grève des éboueurs au Sénégal. S'il y a des Sénégalais, ils pourront me dire que c'est vrai. Ben, quand vous avez ce genre de problème, 25 ans pas d'éboueurs, imaginez. Ben, vous pensez un peu moins aux états d'âme de certains bobos. Alors après, on va me dire, ben, vous vous intéressez pas à l'écologie, tout ça. Si ça se trouve, la révolution verte viendra de la Chine. Il faut quand même savoir, messieurs, dames, qu'en Chine, qui certes dont le marché a baissé de 40%, et je vais vous dire pourquoi, enfin, mon analyse, après c'est peut-être pas la raison, ce sera mon analyse. Il faut savoir qu'en Chine, il y a des enfants de 8 ans, vous entendez, il y a des enfants de 8 ans qui meurent de cancer du poumon. Alors, ils n'ont pas eu le temps de beaucoup fumer de cigarettes, quoiqu'il y a une énorme consommation de cigarettes en Chine, c'est par habitant, alors évidemment, en valeur absolue, c'est le plus grand nombre de consommation de tabac, mais aussi, ils sont très hauts fumeurs. Mais à 8 ans, ils ont pas eu. Il y a des endroits tellement polluants en Chine que vous voyez une rue, de l'autre côté, vous ne pouvez même pas la voir, et que, quand il y a tellement de pollution, ben, vous pouvez avoir des cancers du poumon. Donc, voir des enfants de 8 ans mourir d'un cancer du poumon est un indicateur, comme on dirait nous en tant que trader, indicateur avancé, d'un certain degré de dégradation de l'environnement monumental. D'ailleurs, on a bien vu l'explosion qu'il y a eu, problématique de sécurité, au mois d'août dernier. Bon, il y a beaucoup de choses très bien en Chine, mais il y a encore beaucoup de travail et de réalisation à faire. Mais dans un sens, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ça va générer encore beaucoup de croissance. Tout le problème, c'est quand les choses sont finies, il faut passer à autre chose. Je vais croire qu'en Chine, il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'années de croissance devant elle. Mon point de vue, justement, ce que je disais, pourquoi il y a eu ce coup de grisou sur la bourse à Shanghai, c'est tout simplement, quel est le problème de la Chine? Alors, outre le fait que le marché est monté de 250% en 2 ans et demi. Donc, il fallait bien qu'il y ait une respiration du marché. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'on a affaire à la première économie mondiale en termes de PPA, parité pour achat, avec toujours une monnaie non convertible. Alors, il y a eu des tentatives de convertibilité partielle et tout, mais c'est pas ça. C'est pas ça, une vraie convertibilité. La vraie convertibilité d'une monnaie, ça veut dire que vous pouvez être dans ce pays de façon indépendante, sans être chaperonné par des gens et tout. C'est ça que ça veut dire quelque part. Alors que des pays comme le Maroc, la Tunisie et d'autres pays aient des monnaies non convertibles, effectivement, c'est un peu logique, parce que quelque part, ce sont des systèmes financiers qui quelque part débutent, et au départ, on commence avec une monnaie non convertible. Mais elles ont des parts du PIB mondial faibles. Mais quand on est le premier PIB en termes de PPA, bientôt absolu en 2025 normalement, comme la Chine, et avoir toujours une monnaie non convertible, il y a un problème. Alors, on est complètement dans le commerce international, mais on n'est pas dans la finance internationale. Il y a effectivement une contradiction majeure. Et l'avertissement du marché, souvent vous remarquerez
qu'il y a toujours des trucs qui se passent le mois d'août. Le 15 août 71. Le 15 août 71, c'était l'inconvertibilité hors dollar. Et c'est ce qui a amené tout ce qui se passe aujourd'hui dans la planète monde des finances et la mondialisation. Pour moi, la mondialisation a commencé le 15 août 1971, au sens moderne du terme. Depuis ce fameux jour où Nixon, c'est pas que Nixon, c'est une bonne décision qui avait été prise, il n'y a pas eu que ça à cet égard, mais bon, le mec il a été shorté, hein, donc voilà, ce qui prouve que c'est bien une démocratie vivante. Mais 15 août 71, c'est une date majeure dans l'économie mondiale. Et là, ce qui s'est passé ce mois d'août, c'est un warning call, comme on dit dans notre jargon de trader, pour qu'il va falloir, les gars, que vous mettiez cette monnaie convertible. Mais quel va être le problème? Si le yuan est totalement convertible, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu comme si, au fond d'une piscine, vous preniez un ballon et vous le lâchez. Il se passe quoi? Ah, il va monter. Donc le problème, c'est que si le yuan est totalement convertible, ça veut dire qu'on est en réelle économie ouverte, à la fois commerciale et financière, et donc le yuan va complètement se surévaluer, ce qui veut dire qu'il y aura une chute totale des exportations, et donc quelque part, comme ils sont créanciers nets finaux, et oui, qui tient le manche en bout de course, qui est le créancier net final, mais c'est eux en partie. Mais ça veut dire que les taux longs, les taux euros, les taux dollars remonteraient très fortement. Là, on a des dettes monstrueuses, mais avec des taux très bas, dont en partie à cause de la baisse des matières premières grâce à la Chine, et aussi grâce au fait que les taux longs soient bas, très bas, ce qui a permis justement aux pays dits du club méditerranéen, mais certains n'ont pas fait les réformes, mais d'autres les ont faites, de bénéficier de financement pas cher, alors qu'ils n'avaient pas l'économie qui allait avec. Et ça a été le drame de l'Espagne qui, pendant les années Zapatero, ont construit autant de logements que dans toute l'Europe. Quand vous allez en Espagne, vous avez des 7D partout. Les maisons, les apparts, ils sont collés en immobilier. Donc cette bulle immobilière, on finira bien par se résorber, mais ça va prendre quand même des années. Il faut bien le comprendre. Donc là, si effectivement les taux longs montent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les endettés, ils devront payer plus. Ce qui veut dire que l'un des combats du développement durable, c'est effectivement le climat, le machin, tout ce qu'on veut. Alors même s'il faut quand même savoir, alors là, ce que je vais dire va halluciner sûrement certains, mais il faut quand même savoir que si effectivement le dérèglement climatique continuait, de façon strictement statistique et mathématique, on aurait plus de terres cultivables avec 4 degrés de plus qu'aujourd'hui. Je sais que ce que je dis est terriblement politiquement incorrect. Je dis bien si ça se passait comme ça, alors que, bon, il est très difficile de prévoir la météo à une semaine, voire à 15 jours, mais enfin bon, on ne va pas débattre de ça, c'est pas l'objet. Et oui, parce que le Canada, l'immense Russie, la toundra et tout, deviendraient des terres arblées et tout, mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui deviendraient des déserts, il y aurait encore plus de déplacements de population, des risques de guerre, effectivement. Parce que je crois que la grande problématique, si effectivement il n'y avait qu'un seul État mondial, ça serait un peu plus simple, mais d'un point de vue strictement géographie physique, finalement, en termes cultivables, il y en aurait plus, il y en aurait 30% de plus. Voilà. Mais les problèmes sociologiques, de déplacement de population, d'autres, seraient effectivement très importants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même combattre, et puis bon, c'est quand même plus sympa de vivre dans un monde où on peut bien respirer, que dans un monde entièrement pollué, cela va de soi. Donc tout ça, cet avertissement qui s'est fait, c'est que si effectivement nous arrivions à résorber nos dettes publiques, le yuan pourrait rentrer beaucoup plus aisément dans le système monétaire international, et ça permettrait actuellement, pour les Chinois en eux-mêmes, que le yuan soit convertible ou pas convertible, pour l'instant ça ne change pas grand-chose pour eux, puisque de toute façon c'est récupéré sur le sol des exportations nettes. Donc il n'y a pas de souci, pour l'instant. Mais il y a fatalement un moment, et ça a été souvent l'école du marché, parce qu'effectivement ce marché de Shanghai, c'est pas comme Wall Street ou Londres ou Paris, c'est pas un marché, ou Tokyo. Mais le jour où il y aura une monnaie convertible, je veux dire que Shanghai détrônera Wall Street en termes de capitalisation boursière, évidemment. Mais on n'en est pas là. Donc en même temps ça va se faire. Ce qui s'est passé au mois d'août est un avertissement pour les autorités chinoises
aussi même à changer leur mode de gouvernance, parce qu'actuellement, il y a aussi, quand on connaît comment fonctionne la gouvernance politique en Chine, voilà, c'est extrêmement figé. En France, on est très inquiet de notre système politique figé. Je veux dire qu'on est vraiment des petits braquets par rapport à ce qui se passe là-bas. Quand on connaît vraiment la situation, vous ne pouvez pas vous implanter en Chine si vous n'êtes pas en permanence parrainé, on va dire chaperonné, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ça un peu enfant-tireur. Je veux dire que là-bas, on ne déconne pas, hein. On n'est pas là pour... c'est pas Canal+. Hein. Je veux dire que là-bas, c'est comme ça, tac. Voilà. Donc, alors, finalisation des heures, alors, quid des banques multinationales, tout ça, ça va un peu dans le même truc. Alors, dérégulation des marchés financiers. Alors, ça, moi, c'est une thématique que j'adore, parce que, là aussi, je vais peut-être en choquer certains, jamais il y a eu autant de règles. BAL 1, BAL 2, maintenant BAL 3, c'est 2016, définitif, de règles dites prudentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement, c'est un peu, on fait le tour là, monsieur, de la question de départ sur le risque dit systémique. Effectivement, certains sont toujours inquiets, il y en a de plus en plus et tout. Mais si, le risque systémique, ça serait quoi? Ce serait par exemple, on va comparer ça par rapport à l'océan. Vous voyez l'océan? L'océan est très profond, très liquide. Donc il y a de la liquidité. Donc on peut effectivement se retourner dans le marché et avoir des bons prix. Et les gens qui ont peur du truc systémique, ça voudrait dire, alors c'est l'arche de Noé quelque part. C'est-à-dire que l'eau recouvrirait toute la Terre. De temps en temps, il y a bien des tsunamis. Il y a bien des marées affreuses. Mais est-ce que ça, alors évidemment, quand vous êtes dedans, c'est pas marrant. Mais vous ne pouvez pas boire la mer et elle ne se renverse pas. Je sais que c'est une comparaison un peu, certains qualifieraient de fallacieuse, mais j'essaye d'expliquer comme ça. On ne peut pas boire l'océan, on ne veut pas manipuler l'océan. Pourquoi tant d'autorités sont contre les marchés, tout ça? Vous n'y avez jamais réfléchi vraiment à la vraie raison? Mais parce que pour toutes ces personnes-là, justement, comme on ne peut pas boire tout l'océan, en clair, on ne peut pas le contrôler, vraiment. On contrôle au niveau des règles pour que ça fonctionne bien, mais on ne peut pas, comme on dirait dans le marché d'ailleurs, on ne peut pas le macroter, vous voyez. On ne peut pas le circoncire, vous voyez. Voyez, et c'est ça. Et c'est vrai que quand on est dans la culture de la très haute fonction publique, on est dans cette culture, justement, de tout contrôler. Vous voyez, c'est un peu soviétique, quoi, quelque part. Et c'est ça qui déplaît tant. C'est d'avoir une économie libre, et c'est pour ça, d'ailleurs, je me permets de le dire, qu'effectivement, la gestion des prix agricoles ne sont pas faites en Europe, sur les marchés, parce que, justement, il est dit de façon, on va dire, très étatique, que ça doit être le fait des gouvernements, et donc de quelque chose de supranational qui s'appelle l'Union européenne et la politique agricole commune. Voilà. Je crois que, qu'est-ce qui s'oppose là? Une philosophie où finalement les agents économiques, c'est-à-dire les personnes, sont effectivement libres de leurs décisions, mais selon des règles intangibles. Les libéraux ne sont pas contre les règles. Les Gaspard Koenig, les machins, mais c'est pas ça le libéralisme, ça c'est les libertariens. Les gens qui veulent le bitcoin et tous ces trucs-là, mais non. Enfin, moi personnellement, je m'insurge en faux contre ces choses-là. Parce que ça veut dire qu'on est dans cette culture de l'Uber ou du Airbnb, on est dans la culture, je dirais, du non-suivi des règles, on est dans la culture justement de la désobéissance, et justement une société harmonique, une société réelle et sérieuse, est une société où il y a des règles pour tous. C'est pas une société de la désobéissance, parce qu'il y a des petits malins comme Assange, ou comme ça, voilà. C'est pas ça le libéralisme. Et quand effectivement, il y a un mauvais capitalisme, absolument. Moi je suis le premier à le dire. John Stuart Mill, fondateur du libéralisme avec Adam Smith, le disait lui-même, si le libéralisme c'est faire effectivement travailler les enfants de 4 ans dans la mine, toutes ces attaques du libéralisme sont venues effectivement du marxisme, des excès du mauvais capitalisme. Le bon capitalisme, c'est la gouvernance, c'est effectivement l'actionnariat populaire, comme on dit dans les sessions politiques, c'est-à-dire effectivement, nous parmi nos anciens des Sascans, nous avons les muliers qu'on fondait Auchan, qui louent tout et tout, mais vous êtes caissière,
Chez Auchan, vous avez des actions, vous avez des parts, vous avez un intéressement, et pourtant vous êtes caissière. Enfin, on dit hôtesse de caisse, parce que justement, c'est pas politiquement correct de dire caissière, donc on dit hôtesse de caisse ou hôtesse de vente, vous voyez. Mais c'est ça le vrai capitalisme, c'est suivre les règles. Et surtout, c'est ce que je dis, moi j'ai un cours proposé au professeur Monira Kasbi, qui est spécialiste du droit des marchés financiers et régulation, c'est que le droit pénal financier soit puissant et coercitif. Il y a 2 ans que j'avais fait la conf Kerviel, les traders voyous, tout ça que vous retrouverez sur YouTube. Eh bien, croyez-moi, si ces gens savaient qu'ils pouvaient prendre 30 tonnes de tôle, mais pour de vrai, vraiment, ben, je peux vous dire que les apprentis délinquants, il y en aurait peut-être un peu moins. Le problème, c'est que le droit pénal financier n'est pas assez fort. Le droit pénal tout court. Bon, les gars qui mettent des gamins dans la machine à laver, qui font tourner, bon, c'est quoi, 30 ans, 20 ans de sûreté? Le mec, dans 8 ans, il est sorti. Voilà. Le problème de fond, c'est que la société démocratique d'aujourd'hui n'ose pas être rigoureuse. Parce que le mot rigueur, le mot travail, efficacité sont devenus des gros mots, sont devenus des pendants. Vous êtes l'esclave des banques, absolument pas. Il y a eu des banquiers, on l'a vu que trop, qui ont été délinquants. La problématique, elle est là. Et le système, la logique du risque systémique, sera géré, content ou pas content, par les règles prudentielles. Absolument. Et moi, ce que je propose toujours, c'est que les gens qui sont dans ces comités de règles prudentielles soient des anciens du métier, des anciens traders, des anciens gérants de fonds, qui connaissent bien tous les trucs, tous les coups, toutes les magouilles. Des gens peut-être un peu fatigués par le métier, parce que c'est éreintant, c'est passionnant. Mais vous allez voir, faites ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Il y a des moments où on a vraiment envie de passer à autre chose. Eh bien justement, le rôle des seniors dans notre métier, c'est effectivement, enfin des seniors dans la profession, j'entends, c'est effectivement de faire en sorte que la régulation soit une régulation intelligente et non pas de douaniers zélés, c'est-à-dire une régulation ferme. Mais il est hors de question que les marchés deviennent un champ de foire de n'importe quoi. Là, on reviendrait à 1929. Il faut savoir quand même que le père de John Kennedy n'a fait que délit d'initié se bénéficier à la période justement de Chicago 1929. Heureusement qu'il y a eu des idiotnesses. Il faut qu'en finance, il y ait des idiotnesses. Alors je sais qu'il y en a qui souriraient par cynisme, il va falloir que je conclue. En tous les cas, sur toutes ces thématiques, il y a beaucoup de désinformation publique, et croyez-moi que les marchés financiers et le capitalisme existeront toujours. Il faudra néanmoins que nous devenions tous adultes, collectivement et individuellement, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes, que nous devons tous individuellement et collectivement construire. Merci de votre écoute et à bientôt dans ce instant des Exca. N'oubliez pas que nous avons une conférence le 22 septembre à 19 h dans notre grand amphi au 171 rue de Grenelle, Paris 7e. Merci à vous.